Oui, je t'entends, Michael. Bonjour à tous. Merci d'abord pour cette invitation. C'est un grand plaisir que je présente aujourd'hui effectivement les solutions qu'on a pu mettre en place en interne et je vais vous présenter du coup dans un instant. Pour resituer un peu le contexte pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais dans un premier temps me présenter moi, présenter l'entreprise donc Milan Isolation dans laquelle je suis actuellement en poste en tant que modeleur. Et après, on va voir ensemble quelques exemples sur, sur les objets paramétriques Python Parts développés en interne pour répondre à nos besoins. Nos besoins étant les panneaux sandwich isolants pour de l'industrie agroalimentaire. Mon parcours rapidement issu d'un DUT génie civil obtenu en 2003, dessinateur projeteur béton armé initialement. J'ai fait plusieurs entreprises, plusieurs bureaux d'études externes. En 2012, j'ai intégré le groupe Legendre dans la région rennaise pour le poste de projeteur béton armé. C'est dans cette entreprise que j'ai été, on va dire, formé sur Alplan, notamment avec le projet du métro sur la deuxième ligne à Rennes. Euh, je suis resté 6 ans au groupe Legendre. J'ai été ensuite chez Vinci Construction en tant que coordination et synthèse BIM pour notamment des projets hospitaliers. Et je suis maintenant depuis 2 ans et demi modeleur chez Milon Isolation. Milon Isolation, donc, est situé à Montauban de Bretagne, donc à côté de Rennes, euh, spécialiste donc de l'isolation industrielle. Donc l'isolation industrielle, donc pour l'industrie agroalimentaire, comme je le disais, qu'est-ce qu'on a en fait? On a des produits finalement, tout, hein, tout ce qui va concerner l'agroalimentaire. Ce que vous avez dans les magasins quand vous faites vos courses, que ce soit viande, poisson, viennoiserie, tout ce qui est produits laitiers, etc., etc. Voici quelques entreprises avec qui on travaille régulièrement, hein, notamment les mousquetaires. On va avoir Bridor, on va avoir Leïta, d'autres encore. Les panneaux isolation, c'est ce qu'on peut voir là sur la présentation. C'est des panneaux qui se mettent aussi bien euh, en cloisonnement du coup à l'intérieur ou parfois comme ici aussi à l'extérieur. Donc là, on avait en plus souhaité par la maîtrise d'œuvre un jeu sur les couleurs souhaitées avec des nuances de gris. On a des exemples ici sur à l'intérieur de locaux avec quelques portes industrielles, on en reviendra tout à l'heure, quelques racks. Euh, on travaille donc du coup, comme on disait, sur des panneaux isolants. Le panneau sandwich isolant, du coup, donc globalement, c'est une paroi qui va être multicouche, une première partie isolante, du coup, qui va être enfin, dont la nature de l'isolant peut être différente suivant les cas, soit en mousse pire, soit en laine de roche, quand on a des degrés coupe-feu à atteindre, ou de la résistance au feu à atteindre. Et après, on va avoir deux couches de finition, donc qui peuvent être différentes, phase 1, phase 2, et qui va dépendre de on va dire, ce qu'on appelle l'agressivité de la pièce ou de l'ambiance. Pour ceux qui savent, en fait, il y a un indice d'ambiance qui est réglementaire, c'est l'indice AI qui va de AI1 pour les pièces non agressives, comme je sais pas moi, un quai par exemple avant l'expédition, ou jusqu'à AI6 pour des zones beaucoup plus agressives sur les produits de la mer, par exemple. Cette notion d'agressivité va déterminer le revêtement final qu'on a sur les parois, c'est ce qu'on voit là en fait. On a des contraintes évidemment thermiques. Là, par exemple, vous avez un exemple de chambre froide, donc assez haute. On a des projets qui sont, forcément, c'est des projets industriels. On arrive très rapidement à 8-10 mètres de hauteur sous plafond. On a parfois des zones congélateurs qui font 70 par 25 mètres environ, qui peuvent descendre à -20, -25, des fois plus bas, -35. Donc on a tout un tas de contraintes et de dispositions constructives qui sont propres aussi à ces contraintes thermiques. On a des portes industrielles euh, qui elles aussi du coup doivent résister au froid, qui doivent résister à l'entretien et aussi bien sûr
ça reste de l'industrie, on voit des protections au choc aussi, au coût que peuvent se prendre tous ces matériaux. Je passe rapidement sur quelques types de portes. On a là des types relevantes, on a des portes pivotantes, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est bien au-delà en fait de pour l'emprise des portes. Les portes industrielles, du coup, ce sont des portes qui sont extrêmement conséquentes en termes d'emprise. Le bâti est assez large, on a un ventail qui est assez large, etc. Donc c'est vraiment des contraintes qui sont assez spécifiques et c'est souvent piégeant pour les maîtrises d'œuvre. On est souvent amené, nous, à travailler avec eux le cloisonnement pour être sûr que ça passe. Est-ce que vous m'entendez toujours bien? Est-ce que tout est clair pour l'instant? Donc, comment dirais-je, par rapport à ces contraintes, on parlait de panneaux isolants. Il faut savoir que bilan isolation, on est passé sur Alplan à peu près au niveau de l'été dernier. On est en prod dessus depuis septembre. Plusieurs choses nous ont amené vers ça. Une des premières choses, c'était de trouver un outil donc, qui nous permette de répondre aux cahiers des charges, à des cahiers des charges potentiels BIM. Premier point, et forcément, on avait aussi à cœur d'optimiser nos systèmes de production, d'automatiser de la nomenclature, la pose de panneaux, etc., etc. On avait aussi la contrainte de respecter une charte graphique qu'on avait en interne avant, avec AutoCAD comme beaucoup. La solution a été faite avec les outils paramétriques PythonPart. J'ai pas utilisé les outils standards pour plusieurs raisons. Il faut savoir que les panneaux isolants, ce sont des panneaux que nous ne fabriquons pas en fait. Hein. Nous, on les reçoit. On a plusieurs fabricants. Chaque fabricant a ses propres standards en termes de largeur de module. Premièrement, on a une épaisseur d'isolant qui va évoluer en fonction de la température, comme j'évoquais, des fois qui peut descendre très très bas. Et on a aussi chaque face extérieure qui peut varier suivant la passivité du milieu. Donc, l'outil mur aurait pu convenir parce que c'est un outil multicouche, sauf que ça ne nous permet pas d'avoir une nomenclature et un rendu souhaité par rapport à, comment dirais-je, par rapport à nos besoins. On ne peut pas découper les tronçons en modules d'1,15 m, 1,20 m suivant ce qu'on avait, c'était pas possible. J'avais regardé un petit peu le mur polygonal, mais lui, il était monocouche, donc c'était pas possible non plus. Donc du coup, l'idée, c'était de partir sur un objet, par exemple, personnalisé. Hop. Les objets personnalisés, on les a mis sous forme d'assistants. Donc là, quand je le lance, en fait, qu'est-ce qu'on a? En fait, on retrouve une palette. Pour information, en fait, les fichiers PythonPart, ce sont des objets paramétriques. Ça a été intégré à Alplan depuis sa version 2017. Génération sur l'API. Ce qu'on appelle API, c'est l'application Programming Interface, c'est aller automatiser des commandes natives d'Alplan, des commandes qui existent dans le logiciel, et qu'on va pouvoir appeler de manière récurrente et automatiser. Ces versions, en fait, depuis 2017, l'API, elle a quand même beaucoup évolué, c'est très intéressant. Il y a deux types de PythonPart, les standards et les interactifs, on verra ça tout à l'heure, et dérivé un peu de tout ça, il y a le visual scripting, dont Paul-Marie avait fait un très bon webinaire il y a quelques semaines. Les PythonPart sont divisés en deux fichiers, en fait. Il y a un fichier qui va être en XML, du coup, qui va gérer, en fait, l'interface utilisateur, donc c'est ce qu'on voit sur la gauche de mon écran. On va pouvoir placer du texte, des boutons, des images, tout ce qui fait l'interface, et le code après pur qui est en Python. Le Python, c'est un langage de programmation moderne, c'est un très bon choix. C'est un des langages les plus utilisés aujourd'hui qui permet beaucoup de choses.
Donc, comme on disait tout à l'heure, concrètement, moi, quand je lance mon objet, on commence par lui donner un repère qu'on voit dans la petite bulle ici. Le texte est complètement manipulable si je veux le déplacer au-dessus, en dessous, suivant notre charte graphique. On a des options de rendu, en fait, soit en panneau point, soit en un poste. Après, on a les différentes caractéristiques propres géométriques du panneau. Pardon. On va avoir la largeur donc, qui dépend, comme je disais, de nos fabricants, entre 1 mètre et 1,22 m. Du coup, là, je vais partir sur 2180. On a la longueur, donc la hauteur du panneau, sachant que les panneaux, théoriquement, en fait, on peut aller avec certains fabricants jusqu'à 19 mètres de long. Pour un panneau, on dépasse, c'est quand même assez exceptionnel, hein, longueur de panneau. En général, par rapport au gabarit routier, c'est 10-11 mètres maximum la longueur du panneau. Au-delà, c'est convois exceptionnel, etc. C'est plus compliqué. Donc là, cette longueur, je vais partir sur 4500. Pour l'instant, on a le choix de l'isolant suivant la nature, comme on disait tout à l'heure, soit en pierre, soit en quad-corps, en laine de roche, suivant les caractéristiques qu'on a besoin. Et après, en fait, tout le choix des faces, comme on disait, suivant l'ambiance, l'agressivité du milieu. Chaque face, après, on va dire il y a des sous-catégories. On peut être après, au-delà de la finition en elle-même, on peut avoir soit quelque chose de lisse, soit quelque chose de nervuré. Question de résistance, question esthétique. Et bien sûr, la couleur. Le standard des panneaux, c'est du blanc, enfin le 9010, le râle courant en fait, mais on peut avoir, comme vous voyez tout à l'heure sur la présentation, des panneaux gris, peu importe. L'idée, c'était aussi de pouvoir facilement, sur mon objet, reprendre les caractéristiques de la première face, soit les deux faces sont indépendantes. Là, du coup, en fait, mon menu s'adapte en fonction de ce que je saisis, ou alors je reprends tout simplement ce que j'ai au-dessus. Et je vais le mettre en lisse, on va le mettre en jaune pour que ce soit plus flagrant pour l'objet. Et après, en fait, effectivement, on a le linéaire. Donc le linéaire, en fait, l'idée, c'était de pouvoir faire un calpinage très rapide. Donc là, du coup, mon objet est posé et je vais pouvoir tout simplement venir étirer mon objet. Et du coup, ça va me faire un objet unique, mais qui, en même temps, me décompte mes différents panneaux. C'est un objet paramétrique, c'est-à-dire que du coup, à tout moment, je peux revenir dedans, changer n'importe lequel de ces paramètres. On va pouvoir lui mettre un nouveau repère, etc., changer les épaisseurs ou changer la hauteur. Et vous voyez directement, on a un aperçu en temps réel sur cet objet. Quand il s'agit d'avoir des ouvertures, donc du coup, comme vous voyez tout à l'heure, ce sont encore une fois des projets industriels. On a des ouvertures, des portes qui sont parfois très grandes. Hein. On parle de 4 mètres par 5 mètres de haut, ce genre de choses. Donc ça arrive très régulièrement. Et encore une fois, c'est là où c'est un peu particulier, des portes qui dépassent la largeur d'un panneau. J'ai créé un module d'ouverture pour l'instant interne au Python Part qui me permet moi de les placer régulièrement. On va chercher une accroche gauche, centre, droite. On a une petite poignée et vous voyez en fait l'aperçu en temps réel du positionnement de ma porte. On peut après bien sûr changer n'importe laquelle de ces valeurs, indiquer une hauteur de seuil si besoin, etc. Pareil pour les fenêtres. Encore une fois, tout est paramétrique. On a déjà un objet qu'on voit ici. On voit bien les couleurs et les finitions d'un côté, jaune et lisse d'un côté et gris et nervuré de l'autre.
Les projets sont souvent amenés à être modifiés. Pour une édition rapide, j'ai rajouté, moi, un petit repère qui ne s'imprime pas, hein, c'est en construction d'aide, pour se resituer rapidement dans l'objet à quelle porte on est dans la paroi en question, avec la possibilité, si finalement l'objet doit être supprimé, soit je l'enlève directement avec le bouton moins qui est là, soit je peux la masquer, comme ça au moins en fait elle est déjà préparamétrée, je ne l'efface pas, je suis capable de la ramener si besoin juste avec un clic. On a la possibilité aussi d'intégrer des réservations complètement libres. Comme tout objet sur Allplan, on va s'accrocher au niveau, donc là j'ai fait juste une accroche sur le bord inférieur par rapport au plan de référence géré dans le, dans le projet. On a quelque chose qui ne va pas forcément comme ça. L'idée, c'est de ne pas chercher le niveau 0 systématiquement. Nous, on va chercher à chaque fois, de manière automatique, le niveau 0 du niveau en question. On parlait tout à l'heure des comment dirais-je, des congèles, du coup des salles avec du froid et du coup qui nous imposent des constructions, des dispositions constructives assez spécifiques, notamment en tête. Donc moi, je les ai résumées ici. On a des jonctions, ce qu'on appelle à mi-bois, ce qu'on voit un petit peu ici, c'est-à-dire qu'on va découper sur la moitié de la moitié du panneau, pardon, et sur une certaine hauteur, de manière en fait de pouvoir assurer une bonne liaison au niveau de l'isolation. Et on a des jonctions en angle assez particulières. On vient chercher, comme vous voyez en fait ici, des découpes à 45 de part et d'autre. En termes comment dirais-je, d'automatisme ici et d'attributs, on retrouve directement en fait dans la liste des propriétés. C'est encore une fois tout est grâce au Python, on a bien sûr accès aux attributs. On peut lui spécifier le type d'objet IFC, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Un des critères, c'était de pouvoir respecter les standards, donc bien indiquer à Allplan que notre objet sera, pour ici en tout cas, un IFC wall. Donc ça, on peut bien le gérer et on retrouve après toute une série d'attributs utilisateurs qui viennent résumer un petit peu tout ce que j'ai saisi, donc le type d'isolant, l'épaisseur, les finitions avec la couleur sur chacune des faces. Et on a notamment le nombre, c'est-à-dire la quantité de panneaux sur cet objet. Toutes ces informations, hop, on peut aller les retrouver sur les outils légendes. Hop là, pardon. Donc là, on peut aller chercher. Donc, comme je disais, qui veut pas, on peut aller chercher, qu'on peut aller automatiser, que ce soit à travers des légendes ou à travers des rapports. Alors là, j'ai mon écran qui scintille un petit peu, je n'arrive pas à aller chercher, mais vous voyez un petit peu le principe de la légende. Comme on a ici si j'ai un exemple ici, hop, en PDF, les légendes type un petit peu, générées automatiquement. Qui viennent récapituler du coup toutes les informations qu'on a vues, le repère du panneau, le nombre total et les différentes informations nécessaires pour nos acheteurs, etc., pour le suivi du chantier. Donc là, on a vu
la solution pour les parois. On a les parois, on va dire, en pose verticale. On peut avoir aussi des parois en pose horizontale. Le principe là va être le même, j'ai une certaine longueur, sauf que là, du coup, en fait, le calpinage il va se faire forcément dans l'autre sens. Tac. Exactement sur le même principe, on a des objets, du coup, qui vont venir se créer. Vous noterez que grâce au Python Part, on peut, comme d'autres objets paramétriques sur Alplan, complètement différencier le rendu 2D, le rendu en vue en plan de notre objet, de sa modélisation réelle. Donc on a vraiment d'un côté un rendu conforme à notre charte graphique, avec nos standards, avec nos couleurs, et de l'autre côté, en fait, un objet parfaitement modélisé jusqu'aux emboîtements, sans souci. Les emboîtements, ils sont faits au pluriel, encore une fois, trois petites choses, plutôt sur le rendu. Pour pousser un peu le détail, effectivement, on a bien le système d'emboîtement, c'est important quand on envoie une maquette, nous, que le client et la maîtrise d'œuvre, enfin tous les intervenants aient un rendu au plus proche, au plus réel de ce que va être notre paroi. Donc tout ce qui va concerner les joints et les alignements des joints, c'est très important. Pareil au niveau du rendu, entre avoir des nervures ou de la finition lisse, c'est directement présent dans la maquette, c'est pas une texture, hein, c'est vraiment un volume, ce qui fait que du coup, moi si je l'exporte en IFC, on le voit, et la couleur, le matériau, en fait, j'ai refait le tour de tous les râles, de manière à pouvoir, moi, quand je spécifie un râle sur mon objet, avoir la couleur réelle directement dans la maquette au format IFC. Donc ça, c'est vu pour les parois et bien sûr, dernier objet, les plafonds. Donc encore une fois, un rendu propre à notre charte graphique. On retrouve un petit peu des poignées d'accroche qui nous permettent, nous, de calpiner notre objet. Vous voyez qu'on a un étirement, les panneaux en fait se complètent au fur et à mesure, directement suivant, encore une fois, la largeur de mon module. Si je passe à 1000, tac, la répartition change. Les étiquettes sont complètement manipulables. Hein. Là, par exemple, par défaut, mon étiquette elle est placée au milieu. Si elle me gêne parce qu'il y a une collision, on va dire, visuelle avec une cote ou autre, je peux parfaitement la changer ou la remettre à sa place initiale, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, on a les épaisseurs qui sont manipulables, les types d'isolants, etc., etc. Et on a aussi la possibilité, qui est un des critères pour nous, de pouvoir en fait changer la dimension du premier panneau. En fait, on a des fois pour des questions soit de récupération de chute ou d'alignement en fait avec des projets existants, on va pas forcément partir sur un panneau plein. Donc là ici en fait on a un slide hein, qui nous permet justement de pouvoir ajuster cette valeur si besoin, sachant que la valeur maximum s'adapte à la largeur du module. Là, si je repasse à un panneau de 1200, la largeur maximum ici s'adapte automatiquement à la, comment dirais-je, à la dimension maximum sans chute du coup de mon panneau. Si je commence avec une chute, forcément, hop, j'en déduis un sur mon calpinage total. Et pour bien montrer que j'ai commencé avec une chute, ma diagonale s'adapte hein, pour bien indiquer que dans la bulle, les 6 panneaux qui sont ainsi comptabilisés ne prennent pas en compte le premier ici. Donc, comme on disait, en fait, ces objets doivent être conformes au format IFC. On a vu tout à l'heure de comment dirais-je de l'IFC Wall. Et là, du coup, toc,
ce que ça donne sur une maquette plus complète. Donc, j'ai superposé avec une maquette de charpente métallique, en l'occurrence. On a bien un type d'objet qui est présent pour nos plafonds, on a un type d'objet IFC qui est présent pour nos murs. On retrouve bien dans nos maquettes les nervures, une couleur différente, on retrouve bien les niveaux de détail des emboîtements et une belle différence entre les finitions nervurées d'un côté, lisses de l'autre. Dernier exemple que je voulais vous montrer, donc là c'est quelque chose qui est en cours de développement. Je parlais tout à l'heure qu'il y avait deux niveaux sur les Python parts. Là ici on est dans ce qu'on appelle les Python parts standards. Il y a les Python parts aussi interactifs qui permettent d'avoir un niveau encore plus avancé, plus complet sur les interactions. Quand on parle d'interaction, en fait, ça va être sur deux choses. Le premier point, ça va être les interactions avec notamment la souris pour les saisies utilisateurs, mais c'est aussi des interactions avec les objets qui sont déjà créés et, et le potentiel exploitation de data qu'il y a derrière. L'objet qui est en cours de développement pour l'instant. Alors, je vais repasser en plusieurs fenêtres pour que vous voyez bien ce qui se passe. Donc là, on se rappelle, j'ai saisi tout à l'heure une ouverture dans mon mur, mais la paroi est creusée. Pour l'instant, l'ouverture n'est pas placée. Du coup, je vais appeler un méta-module porte qui, dedans, en fait, va me proposer les différents types de portes que l'on peut rencontrer. Je peux bien sûr en compléter si besoin. Hop. Si je lance, moi, pour mon interface de porte pivotante, par exemple celle que je suis en cours de développement, du coup, on retrouve toutes les informations, notamment l'épaisseur de ventail, l'épaisseur de la paroi, les codes de découpe, etc. Les dimensions de bâti que je peux bien sûr personnaliser, les couleurs, comme on a vu un peu tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec cette paroi-là, c'est que du coup, moi, je peux la saisir directement via deux points. Et directement, en fait, en deux points, j'ai une représentation en vue en plan qui est conforme, encore une fois, par rapport à ce qu'on a besoin, et une représentation 3D, donc bien sûr qu'en cours de développement. Et vous voyez le principe, du coup, deux points en diagonale, ça me donne la largeur et la hauteur de l'ouverture complètement libre. On n'est pas du tout dans un catalogue figé avec 800, 900, 1000, etc. Sur ce type d'objet. C'est vraiment pouvoir s'adapter aux exigences du client, s'adapter surtout à des besoins en termes de rénovation, des besoins qui peuvent être parfois assez spécifiques. Donc voilà, c'était pour la présentation de ces objets. En fait, encore une fois, répondre à nos besoins en termes de rendu graphique, donc garder la charte qu'on avait en place avant de passer à le plan, avoir la possibilité de fournir une maquette conforme aux standards et surtout, encore une fois, de pouvoir automatiser grâce à le plan, grâce au Python, automatiser des nomenclatures, automatiser aussi avec les smart catalogues demain en fait tout ce qui va concerner le décompte, je sais pas moi, la visserie par exemple, ou du silicone, enfin tous les objets qui ne sont pas dessinés, mais qui vont tout de suite dépendre
des parois modélisées, on va pouvoir quantifier tout ça de manière automatisée et de manière fiable, surtout en évitant les ressaisies utilisateurs. C'est bon pour ces objets. Est-ce qu'il y a des questions peut-être ou des remarques par rapport à cette présentation? Alors, oui, j'ai noté une question, Christophe, qui était l'automatisation de calpinage est intéressante, mais comment avez-vous créé ces Python parts? Alors pour créer ces Python parts, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, on a les Python parts fonctionnent avec deux fichiers. Je vais reprendre un exemple. J'ai d'abord ce qu'il faut comprendre avec les Python parts, on a besoin d'un IDE, enfin donc un logiciel qui va nous permettre de gérer ou de générer cette interface. Donc moi j'ai pris, historiquement j'étais sur Visual Studio Community, là j'ai basculé récemment sur Visual Studio Code, qui est un outil gratuit, qui va nous permettre de facilement générer du code. Ça c'est un exemple bon, qui peut paraître un peu barbare. Ce sont des lignes de code en fait. Donc certaines fonctions sont, comment dirais-je, obligatoires. Voilà, parce que le Python marche comme ça. Et après, effectivement, nous, on va appeler des fonctions d'Alplan suivant une certaine syntaxe. J'avais un exemple plus simple. Voilà, par exemple, si je veux appeler la création d'un cercle, il y a une fonction arc2d. Donc un cercle, ça va être quoi dans la manière la plus simple? C'est un point d'origine en xy et une valeur pour le rayon. C'est avec ce genre de syntaxe qu'on arrive à dessiner un objet. Si on prend une ligne, si je remonte un peu plus loin, une ligne 2D, c'est tout simplement un point d'origine avec des XY et un point d'arrivée XY. Donc ça, c'est pour la partie script, et la partie, tout ce qui est partie palette, c'est-à-dire ce qu'on a vu tout à l'heure sur ma gauche ici, tout ça c'est du fichier XML. Donc là, ce sont des balises, en fait, des balises qui vont nous dire un bouton, qui vont nous dire du texte, et les fichiers XML, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, on a des balises avec du coup, à chaque fois, on va chercher les valeurs name pour donner un identifiant à mon objet, lui donner une certaine valeur et surtout un type. Donc, est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est une case à coche, etc. Je ne sais pas si ça répond un petit peu à la question. Donc ça, c'est un petit peu en théorie. Concrètement, si on veut vraiment s'y mettre, il y a une documentation qui existe, qui est fournie en fait à cet endroit-là. Si vous avez la 2023, donc c'est dans le programme, dans le dossier ETC, il y a une documentation assez complète et maintenue. Notamment, vous avez dû voir passer la 2023-1-0, qui reprend d'ailleurs aussi pas mal de mises à jour sur le Python. Il y a toute une série de documentation ici assez bien fournie. Donc du coup, sur chaque commande, chaque classe, une des questions effectivement, c'est comment est-ce qu'on peut s'y mettre simplement pour pouvoir aider la communauté globalement à, comment à se lancer, à pouvoir créer ses propres objets avec ses propres besoins. Moi, j'ai lancé en tout début d'année donc la plateforme Happy Together, qui est constituée d'une partie bibliothèque qui est encore qui va être encore en attente, mais surtout d'une partie blog où du coup en fait j'ai créé toute une série de tutos en fait depuis la base pour pouvoir faire ses propres
ses propres objets. On en est en fait aujourd'hui, sur le dernier article, je vais me placer sur un nouveau calque. Ce qu'on apprend à faire aujourd'hui, ça va être, par exemple, là, du coup, créer une première proposition en fait à l'utilisateur entre des objets très simples, ligne, rectangle ou cercle, avoir le choix du rendu au niveau du type de trait, au niveau de la couleur, etc. Et pouvoir créer un texte aujourd'hui qui dépend forcément de l'objet. À noter que je suis extrêmement fier de pouvoir dire effectivement Happy Together fait le plan technologie partner pour tout ce qui concerne cette API. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, j'avais noté une petite question, Christophe, qui était: peux-tu répéter le nom de ton visuel gratuit? Ah oui, alors moi j'utilise Visual Studio Code. Visual Studio Code. Ok. Voilà. Donc Et dans le premier article, justement, pour bien se lancer, j'ai un tout premier article sur le blog qui parle de l'introduction, où du coup, effectivement, il y a le lien pour aller l'installer, le télécharger. Il y a toute une rubrique aussi dans la documentation native qui donne les étapes aussi pour ça c'est Visual Studio, pardon, hop là. Voilà. On retrouve le lien pour pouvoir télécharger et installer gratuitement cet outil avec les différentes extensions pour que ça fonctionne au mieux. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cet outil-là? En fait, finalement, c'est pour de la rapidité d'écriture de code. On a aujourd'hui en fait de l'autocomplétion en fait très très simplement. Et donc du coup en fait, en gros, on va pouvoir commencer à taper une commande et donc du coup en fait, il va tout de suite nous faire des propositions sur les fonctions disponibles. Par exemple, là, si je commence à taper, il va me proposer tout de suite le plan base éléments. Et du coup, en fait, il me propose directement en fait toutes les fonctions disponibles avec cet outil. Donc, très 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 facile à prendre en main, pardon, et un outil qui fait gagner beaucoup beaucoup de temps dans la conception du code. super, merci beaucoup pour ta réponse. Et puis du coup, j'avais une dernière question, mais je pense que tu as répondu, qui était quelle méthode d'apprentissage conseillez-vous pour se lancer au langage Python quand on n'y a jamais touché? Donc la personne demandait si c'est mieux autodidacte, formation ou auto-formation. Alors pour le Python, donc effectivement, j'ai parlé sur Happy Together, donc c'est le blog qui va parler de la conception d'objets Python Part à l'intérieur d'Alplan. Moi personnellement, j'ai commencé le Python tout simplement avec Open Classroom, hein, que certains d'entre vous doivent connaître, sur des tutos gratuits en Python. Le Python, c'est un langage qui est quand même relativement facile et très très puissant, un langage que je recommande. Si vous avez l'occasion via le CPF par exemple, de vous faire financer une formation en Python, c'est encore mieux. Moi, je sais qu'il n'y a pas encore très longtemps, j'ai repris 3 jours de spé justement Python avec un formateur, quelque chose qui a été financé par le compte formation. Donc, si vous avez l'occasion, allez-y. Autodidacte, ça marche aussi forcément, mais comment dirais-je, apprentissage par soi-même, ça demande un peu plus de rigueur, un peu plus de temps.
Eh ben, super, merci beaucoup Christophe. Moi, j'ai pas d'autres questions de mon côté, en tout cas pour le moment. Merci beaucoup pour ta présentation et merci à tous pour votre participation. Voilà, non, toujours pas de questions. Bah, pour information, on effectue un autre webinaire jeudi prochain à 10 heures. Et cette fois, il portera sur l'optimisation de la gestion des chantiers avec le module construction de plan. Je vais vous mettre le lien dans le chatter si ce sujet vous intéresse. Je vais également mettre le lien menant à tous nos replays. Et ce webinaire, du coup, a été enregistré et sera en replay d'ici la fin de semaine ou début de semaine prochaine. Merci à tous. Encore une fois, effectivement, la grande force, la grande puissance de ça, c'est vraiment de trouver et d'avoir en fait quelque chose qui répond à des besoins spécifiques, à des solutions métiers. C'est surtout ça en fait qui est hyper intéressant. Nous, dans notre cadre, encore une fois, de panneaux sandwich dans un environnement agroalimentaire, c'est des contraintes qui sont assez spécifiques. Ce sont des choses que l'on peut facilement, comment dirais-je, créer ou recréer en interne de manière à pouvoir avoir un produit complètement, parfaitement adapté à nos besoins. Donc, et pas forcément, le Python part était beaucoup utilisé jusqu'à présent, enfin j'en ai beaucoup pour de la gestion d'armature, donc sur des gros projets en génie civil par exemple. On n'a pas forcément on n'est pas forcément obligé d'être dans du béton armé pour utiliser ça. On a tout un cadre effectivement d'objets, de construction d'objets, euh, solutions métiers. Donc là, on a vu des panneaux sandwich, ça peut être de l'ossature bois, ça peut être ce que vous voulez. Et on a aussi tout un autre volet que je vais pas détailler ici, mais dont les exemples apparaîtront sur Happy Together rapidement sur de la gestion et du contrôle qualité maquette. C'est-à-dire que là, cette fois-ci, on ne va pas se placer dans un but de créer spécifiquement un objet. En fait, ça va être de vérifier ou de modifier, suivant certaines contraintes, des objets déjà existants. Bah, merci beaucoup Christophe, c'était vraiment très intéressant. On a touché à plein Merci à d'éléments, vous. donc voilà, c'était vraiment super. Bah, je vous remercie tout le monde et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Bonne journée à vous, au revoir.